Bonjour tout le monde, re-bienvenue à notre balado Les enjeux d'urbanisme d'un point de vue jeunesse et comment cela affecte nos expériences. On se retrouve à la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville pour notre deuxième partie. Moi, c'est Paul, vice-président du Conseil jeunesse de la salle. Mon collègue Brad n'est pas disponible aujourd'hui, donc ça sera juste moi pour le Conseil jeunesse de la salle. Moi, c'est Younes du Conseil jeunesse de Verdun. Ravi d'être là. Moi, c'est Lauralie Godet du Conseil jeunesse de Verdun et nous sommes accompagnés de notre experte Emmanuel Hébert de Culture Montréal. Merci d'être là aujourd'hui. Merci. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi votre rôle chez Culture Montréal et c'est quoi la mission de l'organisation? Oui. Alors, je suis directrice générale de cette organisation-là qui existe depuis maintenant plus de 22 ans. On est un conseil régional de la culture. Donc, il existe Culture Montréal, il existe aussi Culture Gaspésie, Culture Mauricie. Et notre mission, c'est vraiment d'ancrer la culture dans le développement de Montréal. Donc, on fait ça comment? En fait, on est une organisation indépendante de la ville. Donc, nous ne sommes pas la ville, même si on porte ce nom-là dans notre titre. On est politique, mais on n'est pas partisan. Donc, on ne prend pas parti pour un candidat ou une mairesse. Par contre, tout ce qu'on fait, c'est vraiment politique parce que ce qu'on veut, c'est influencer les politiques publiques, influencer la façon dont on pense la ville, dont on l'aménage, s'assurer, en fait, que tous les paliers de gouvernement, que ce soit Montréal, mais aussi Québec ou Ottawa, soutiennent la culture, reconnaissent son rôle, reconnaissent l'importance, pas juste des artistes professionnels, mais aussi de soutenir la pratique artistique amateur, soutenir le patrimoine. Et donc, on fait ça comment? Bien, on parle aux politiciens puis aux politiciennes, aux fonctionnaires. On dépose aussi souvent des mémoires où on fait des représentations quand il y a des consultations publiques. Vous en avez déjà parlé dans votre dernier balado. On a aussi un travail de concertation. On a 700 membres. Des individus qui croient comme nous qu'il faut vraiment pousser pour reconnaître le rôle de la culture à toutes les échelles. Et puis, bien, on fait du travail de concertation avec eux. Donc, ça veut dire qu'on travaille avec eux pour développer des visions communes, transformer aussi des fois même la façon du milieu culturel de penser à son rôle puis à son impact sur le territoire, puis aussi convaincre d'autres secteurs de l'importance de la culture. Donc, on travaille avec les gens en environnement pour dire qu'en fait, le lien culture-environnement est super important. On travaille avec des gens en santé publique parce que vous en avez parlé aussi, l'importance de la santé mentale qu'on a accès à la culture. On travaille avec des gens qui veulent accélérer la transition socio-écologique, évidemment des chambres de commerce parce qu'il y a un développement économique. Donc, on fait vraiment ce travail-là au quotidien. Dans le fond, on est un peu le porte-voix du milieu culturel. Et des citoyens, parce qu'au final, on fait tout ça pour les citoyens et citoyennes. Oh bien, parfait. Merci beaucoup pour cette introduction. Je crois qu'on peut commencer avec nos questions pour vous. Donc, première question. Comment les urbanistes réfléchissent à ces enjeux et appliquent leurs réflexions à des projets? Donc, on parle dans le cadre de notre première partie des enjeux d'urbanisme d'un point de vue jeunesse. Oui. Bien, premièrement, je ne suis pas urbaniste. Je suis politicologue, donc déjà, je ne veux pas parler au nom des urbanistes. Mais ce que je constate quand même, c'est que les urbanistes, en fait, eux, leur réflexion, c'est de réfléchir à comment on bâtit des milieux de vie. Donc, dans le fond, on habite un quartier, on habite une rue, on habite un territoire parfois plus grand, on habite une île. Donc, comment on vit au quotidien cet espace-là, ce territoire-là. Puis eux, ils les pensent à la fois parfois en ajustant des réglementations, genre pas le droit de flâner dans les parcs après 13h, 23h. Là, je fais des références aussi. Donc, ceux qui nous écoutent, allez écouter le balado avant. Pour assurer aussi une cohabitation entre les différentes personnes qui ont des réalités différentes, mais aussi assurer que la ville, bien, elle peut fonctionner avec, des fois, on appelle ça des usages, des fonctions différentes. Parce qu'on vit dans une ville, mais on se déplace, on y travaille, on s'y loge. Donc, des fois, il faut faire des arbitrages entre ces différentes fonctions-là. Donc, les urbanistes, ils réfléchissent comme ça. Puis, bien, il y a des grands principes qu'ils appliquent ou pas. Mais, tu sais, par exemple, à Montréal, on a beaucoup misé sur la culture pour penser le territoire. Donc, bon, moi, mon chum est urbaniste, par contre. Et donc, lui, il a beaucoup travaillé sur le quartier des spectacles. Le quartier des spectacles, il y a 20 ans, là, c'était des salles de spectacle puis des terrains de stationnement vagues. Pensez à ça, là. Il y avait la Place des Arts, il y avait le TNM, puis après ça, c'était plein de stationnements. C'est tellement moins accueillant comme ça. Bien, moins accueillant, moins beau, moins d'espace pour vivre sa ville. Donc, ils se sont dit, bien,
dans le fond, la culture, ça a toujours été présent au centre-ville de Montréal, dans notre histoire, notre patrimoine. C'était le Red Light, c'était c'était le temps de la prohibition, tout le monde venait ici, les clubs de jazz. Donc, on va miser sur la culture pour transformer le territoire. Puis là, ben, ils ont aménagé la place des festivals. Ils se sont dit, comment on va faire pour accueillir 100 000 personnes pour un spectacle gratuit, par exemple? Parce que la culture est au cœur de notre identité. Donc, ils ont pensé le territoire comme ça. Après ça, récemment, ils ont fait la patinoire, l'Esplanade Tranquille. Puis si vous êtes allé dans le bâtiment, on n'est pas obligé d'acheter des choses, c'est convivial, c'est beau. Donc ça, c'est une façon aussi pour les urbanistes de penser le territoire, réussi. Puis d'autres fois, c'est pas du tout réussi. Parce que quand on pense dans les années 60, puis on regarde la métropolitaine, puis en dessous de la métropolitaine, c'est des urbanistes aussi qui ont pensé ça. Ou des caries qui traversent des arrondissements c'est des grosses cicatrices. Là, ça fait que même traverser la métropolitaine, on n'a pas de sentiment de sécurité. Donc, tu sais, l'urbanisme, on voit aussi comment ça évolue avec les années. Puis là, de plus en plus, on est dans un aménagement convivial. Puis, voilà. Responsable aussi, parce qu'on le voit dans les lieux de culture, il y a beaucoup de verres, de plantes, des fois des jardins publics, des choses comme ça. Puis la place de l'art public aussi, comment on se déplace dans la ville. Vous avez beaucoup parlé de la mobilité, de l'importance de la mobilité, tu sais, puis c'est vrai que c'est vraiment problématique dès qu'on sort du métro. Même dans Saint-Michel, la carrière Francon, ça divise les jeunes qui vont à l'école d'un côté de la carrière, puis ils doivent faire des longs trajets pour s'y rendre. Donc, la face, tu sais, parce qu'on pensait qu'un dépotoir en plein milieu d'une ville, c'était une bonne idée. Donc, la façon dont on pense la ville, c'est super important. J'aurais une question à ce propos de penser la ville. Donc, récemment, votre organisme a adopté le plan de durabilité et mobilité. En fait, la Ville de Montréal, s'est dotée d'un plan d'urbanisme et de mobilité. Okay. Ouais. Et donc, vous aviez été un consultant dans ce plan. Oui. Est-ce que vous pouviez nous en parler? C'était quoi votre rôle dans ce plan? C'est quoi ce plan? Une question sous-jacente, c'est quand vous venez faire un plan comme ça, comme vous êtes dans la table de consultation, c'est comment vous choisissez les enjeux, etc. Oui, OK. Super intéressant. Alors, le plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal, c'est un document vraiment important puis vraiment rébarbatif, là, qui ne nous donne pas le goût de lire. C'est 1000 pages avec des plans. Parce que c'est comme la Bible, ou en tout cas, je m'excuse pour la référence. Oui, c'est ça. C'est comme le document précieux et sacré des urbanistes qui vont réfléchir à la ville de demain. Donc, avant, on pensait l'urbanisme juste comme où est-ce qu'on va mettre des maisons, des logements, des commerces, tu sais. Donc, on déterminait les fonctions de la ville. Puis là, ils ont décidé cette fois-ci de jumeler avec ça la mobilité. Puis c'est super important, puis c'est brillant parce qu'ils se sont dit, bien, on ne peut pas juste penser qu'est-ce qui va se passer sur des territoires dans la ville. Il faut aussi qu'on pense à comment les gens vont se déplacer. On est ici à Cartierville. Entrelacer vraiment les territoires ensemble, les rendre plus accessibles. Exactement, exactement. Tu sais, on est à Cartierville, les jeunes, c'est la seule maison de jeunes ici. Mais si tu habites loin, tu ne vas pas venir si c'est trop compliqué parce que tu vas rester dans ton coin. Donc, comment on réfléchit ces deux volets-là ensemble? Nous, chez Culture Montréal, donc, c'était pas notre plan, c'est vraiment la Ville qui a fait ça, mais la Ville, elle a dit c'est tellement un document important que c'est pas nous, la Ville, qui allons faire la consultation. On va le donner à un organisme qui existe, qui s'appelle l'Office de consultation publique de Montréal. Eux, là, ils sont indépendants, le CPM. Ils sont indépendants, alors ils ont des commissaires. Puis là, c'est eux qui vont faire des recommandations pour être sûr qu'il n'y a pas de petites guéguerres politiques, puis que là, tu sais, des affaires entre des partis. C'est trop important. Donc, nous, on a dit, bien, il faut absolument qu'on se positionne parce que penser la ville, bien, il faut la penser avec la culture, avec son patrimoine. Et donc, on a travaillé avec des commissions. Nous, on a des comités, si tu veux, qu'on appelle commissions permanentes, qui regroupent une trentaine de personnes de différents secteurs, de différents âges. Il y avait des urbanistes, des MU qui fait des murales étaient là, des artistes. Puis on s'est dit, bien, il faut qu'on réfléchisse ensemble parce que des fois, le problème des urbanistes, c'est qu'ils pensent juste entre eux. Donc, ils n'ont pas... Puis ils se disent, hey, c'est un beau plan. C'est un beau plan en 2 dimensions, mais ils oublient qu'il y a des gens qui vivent là. Donc, un parc qui est magnifique sur une feuille, mais il faut regarder comment les jeunes vont se l'approprier, tout ça. Donc, nous, on a mis des gens avec différentes perspectives ensemble, puis on a dit, bon, qu'est-ce qu'on voudrait qu'il y ait dans ce document-là? Comment on a décidé des enjeux? Bien, ça dépend aussi toujours du niveau de document.
C'est là, c'était pas un document pour dire, ben là, il faudrait qu'à telle place, sur tel coin de rue, il y ait telle chose. Parce que c'est un document qui est au-delà de ça, qui est vraiment dans les grandes orientations. Ok. Par contre, on s'est dit là, vous nous dites que pour penser la ville de demain, il faut qu'on se soucie de l'équité sociale, des enjeux sociaux, c'est vrai. De l'équité territoriale, environnementale, c'est vrai. On a dit il faut aussi se soucier de la vitalité culturelle, puis du design, puis de la beauté. Parce que penser la ville, c'est aussi la penser en fonction de la beauté. Puis tu vois, on a fait des représentations. Donc, on est allé devant les commissaires, on est allé dire ça. On a été consulté aussi en amont, puis on s'est présenté. Parce que des fois, hein, on n'y va pas. Il y a des consultations, puis on dit « Ah non, ça ne sert à rien ». Bien, c'est sûr que si on n'est pas là, ils n'entendront pas notre point de vue. On est allé. On a aussi fait quelques rencontres informelles avec des coups de téléphone, parce que c'est ça qu'on fait, là, des affaires publiques. Et puis, après, on a fait des activités publiques. Et puis, bien, ça a été retenu. Ils ont ajouté un 4e principe. Ça, c'était super important. Un autre élément qui était très important pour nous aussi, c'était la question de la mobilité, mais aussi de la promenabilité. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer, quand on parle de mobilité, c'est souvent utilitaire. J'ai besoin d'aller à l'école. Je me déplace de chez moi à l'école. Ah, OK. Il faut que j'y aille. Il faut que j'aille faire mon épicerie. Point A au point B. Point A, point B. Mais la promenabilité, c'est comment je profite de la ville. Comment je me déplace. Comment je prends le temps de regarder. Comment la beauté a un impact sur moi. Comment je peux m'arrêter dans un parc puis chiller au pump track. Comment je... Tu sais, donc, toute cette question-là de promenabilité, c'est important pour nous parce que c'est ça aussi qui fait la qualité de Montréal. Montréal, c'est plein de petits quartiers, tu sais. On n'est pas New York quand même, là. Pas encore. Pas encore. Donc, tu sais, on a beaucoup réfléchi à ça. On a beaucoup parlé aussi d'art public. Parce que l'art public, on n'en parle jamais. Puis c'est la première chose que les politiciens veulent enlever. Parce que ça coûte trop cher, parce que c'est difficile de dire quelles sont les retombées. Mettons que ça coûte, je sais pas moi, 150 000 $. Ah, mais ça sert à rien. Parce qu'on n'est pas capable de dire au quotidien qu'est-ce que ça fait sur toi, qu'est-ce que ça fait sur toi. Donc, on voulait beaucoup insister sur l'importance de l'art public, d'autant que le Conseil jeunesse a fait un mémoire, je ne sais pas si vous l'avez lu, puis c'est vraiment quelqu'un qui serait intéressant aussi là, à inviter, sur l'importance de l'art public pour les jeunes. Puis comment les jeunes, d'autant plus qu'on les met en contact avec les artistes, ils apprécient encore plus l'art public, ils apprécient aussi le pouvoir de transformation que ça a sur des terrains vagues. Tout d'un coup, tu mets une murale ou tu mets une œuvre d'art, puis tout d'un coup, le regard se transforme. Donc, on a choisi, en fait, les thèmes qu'on voulait aborder à la fois à partir de notre expérience, parce que ça fait 20 ans qu'on existe, puis on est bon pour porter des dossiers longtemps, mais aussi parce qu'on travaille avec le milieu, puis on écoute qu'est-ce que les gens ont à dire. Ouais. Je pense que l'art public, c'est très important, surtout comme, par exemple, je pense que ça devient des fois des emblèmes pour la ville de Montréal, comme la murale de Leonard Cohen. C'est quelque chose qui est très emblématique de Montréal, puis je trouve que c'est très beau. J'entends que beaucoup, les jeunes sont consultés quand même à travers les consultations publiques pour les enjeux, par exemple, la publication. Je me demande un peu comment Culture Montréal fait en sorte pour aller chercher les jeunes pour pouvoir les consulter, pouvoir avoir leur voix à la table, parce que surtout à la salle, au niveau de nos travaux au Conseil général de la salle, on a beaucoup de difficultés à aller chercher les jeunes, puis d'avoir leurs opinions et leur voix. Donc, comment Culture Montréal fait en sorte pour vraiment avoir l'opinion des jeunes, puis pouvoir les entendre sur des enjeux? Ben là, j'espérais apprendre de vous. On vient ici. On ne fait pas suffisamment, en fait. OK. On n'est pas un modèle, d'autant que je pense que les sujets qu'on traite peuvent être intimidants, souvent pour les jeunes. On a fait quand même en ce moment, on fait un effort dans notre membership de vraiment comme essayer de rajeunir notre membrariat. Donc, on vient ici rencontrer les jeunes en se disant aussi que si vous êtes sur un conseil jeunesse, il y a des fortes chances que vous soyez intéressé par les affaires publiques, les affaires politiques, parce que ça intéresse pas tout le monde. On a déjà un grip sur ces affaires-là. Vous êtes déjà engagé dans puis vous vous préoccupez de votre quartier puis du développement du territoire que vous habitez. Donc là, pour nous, on se dit, là, ça, c'est vraiment comme plus intéressant, parce qu'il y en a des gens qui seront, pas juste des jeunes et des moins jeunes que ça intéresse pas, des artistes aussi qui se disent, moi, Culture Montréal, c'est pas pour moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment juste la création, puis c'est correct. Mais je pense que c'est super important, tu as raison, qu'on reste à l'affût
des gens qui vont vivre dans la ville demain, surtout 2050. On se projette, en 2050, je sais pas, vous aurez quel âge, là, mais je veux dire, vous serez plus aussi jeune, j'ai le de dire. Mais nous, ça va jusqu'à environ 30 ans. Ah ouais. Non, mais tu sais, il y a comme quelque chose de super important. On s'est rapproché aussi, on travaille assez étroitement avec le Centre Jeunesse-Emploi du centre-ville. On veut se rapprocher de la Jeune Chambre de commerce aussi. Donc, on essaye d'y aller, puis on est une petite équipe, on est 8. Donc, c'est sûr qu'on essaie d'être un petit peu plus ciblé. Je sais par contre que la Ville de Montréal fait quand même de plus en plus d'efforts pour entendre les jeunes. Je ne sais pas si vous avez participé à la consultation sur la politique de développement culturel. Oui. Ça, c'est un autre gros document important. T'sais, en culture, là, la dernière année a été super importante parce qu'il y a eu le plan d'urbanisme et de mobilité, 2050. Il y a eu la politique de développement culturel qui a été adoptée jusqu'en 2030, puis il y a la politique de la vie nocturne qui a été adoptée. Donc, c'était vraiment, c'est 3 documents super importants pour le développement culturel de notre ville. Puis, donc, peut-être que vous avez envie de nous parler de cette expérience-là que vous avez faite dans le cadre de la politique de développement culturel, parce qu'il y a une grande démarche de médiation culturelle pour aller chercher le pouls des jeunes, puis comment ils voyaient leur ville culturelle. En fait, avant d'arriver à ça, je voudrais mentionner que vous aviez dit que ça coûte cher, l'art public, ça coûte cher faire des murales. C'est des dépenses qu'on ne peut pas mesurer nécessairement au fil des années. Mais moi, je repense, en fait, à Verdun, il y a une bibliothèque de plage. Donc, il y a la plage et il y a un petit container où il y a plein de livres pour les jeunes, les moins jeunes. Et en fait, avant, c'était juste un container qui n'avait pas rien autour. Il était orange. Mais avec l'école secondaire, ils ont fait un projet de mural sur ce container-là, en collaboration avec un artiste. Et ça a peut-être coûté cher de matériaux puis de salaire pour l'artiste, mais le produit final était super beau. Maintenant, c'est emblématique. On a fait une journée, parce que moi, j'ai participé à la murale. Et ça n'a pas coûté si cher le faire, en réalité, parce que c'était vraiment les jeunes qui y participaient. Et c'était une activité parascolaire. Et en même temps, on a pu se reconnaître dans nos quartiers. Et ça va être là pour longtemps. Donc, ça va durer dans le temps. Et ça fait que ça embellit. Là, c'est maintenant un lieu plus fréquenté parce qu'il est plus beau. En même temps, je crois que c'est une vraiment belle activité. Je veux juste rectifier une chose. C'est pas moi qui dis ça. C'est ce que les gens disent. Ouais. Non, mais c'est important de clarifier. C'est que parfois, les élus ou les citoyens ils vont dire ça coûte trop cher. Moi, je paye des taxes. Que ramasse mes poubelles au lieu d'embellir ma ville. Moi, ce que je dis depuis toujours, c'est on investit en culture. On ne dépense pas en culture. Quand on met de l'argent en culture, c'est un investissement. Wow. Okay? C'est un investissement dans notre ville, c'est un investissement en santé, en persévérance scolaire, en développement économique, en créateur de liens, parce que la bibliothèque dont tu parles à la plage, elle permet aux gens de se rencontrer, elle permet aux gens d'habiter dehors. Donc, c'est vraiment un investissement. On investit en culture, puis il y a différentes études qui ont été faites qui démontraient que pour chaque dollar investi en culture, il y a un retour en investissement de 3 $. Wow. Okay? Donc, c'est vraiment super important, puis tu as vraiment raison. Là. C'est toute la question du sentiment de fierté, du regard sur le territoire qu'on habite. C'est vraiment c'est super important. Je pense que comment on doit voir la culture, c'est moins un retour économique, même s'il y en a peut-être c'est moins un retour économique qu'un retour social ou de santé mentale. Donc, à chaque fois qu'on dit ça peut être trop cher ou ça vaut pas la peine, en fait, ça vaut la peine parce que c'est notre monde et c'est là qu'on habite à tous les jours, puis c'est là qu'on visite aussi. Donc. Oui, puis il y a beaucoup de... Puis je veux pas qu'on oublie que vous nous parliez de votre expérience. Mais il y a aussi beaucoup de préjugés envers la culture et dans l'investissement. Par exemple, les festivals. Il y a beaucoup de gens qui disent « on donne trop d'argent public au festival, c'est soutenu à 100% par de l'argent public. Donc, quand j'y vais, puis j'ai une expérience gratuite, je n'ai pas besoin de rien acheter. De toute façon, c'est mon argent. » Mais en moyenne, l'argent public dans des festivals, c'est 30% des revenus. La même chose aussi dans des théâtres. Donc, quand même, dans la mesure où on a les ressources financières, évidemment, là, quand on va voir un spectacle gratuit dehors, qu'on a aimé ça, ça a un coût, ça. Nous, on ne l'absorbe pas, mais c'est pas vrai que c'est payé à 100% par l'argent public. C'est payé à peut-être 30% par l'argent public. Donc, il y a aussi souvent beaucoup de
de mésinformation où les gens disent « Ah, la culture, ils font juste quêter de l'argent public. » C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Ça tient pas En la même temps, route. tous les touristes qui viennent, ou même les citoyens qui viennent voir viennent voir les festivals, Festival. ouais. Les festivals, ils vont dépenser de l'argent et ça va revenir à Montréal. Ça va revenir dans les entreprises, ça va revenir dans les petits stands de nourriture, de boissons. Donc, c'est peut-être pas visible au début, mais quand on y réfléchit, il y a un retour, là. Tout à fait. Donc là, on va retourner sur notre expérience à la consultation. Ça fait quand même longtemps. Ça fait un petit bout. Je pense que c'était... Est-ce que c'était à travers la Concentration Montréal? Non, je pense que c'était... Non, c'était avec Plus la avec ville la- de Montréal. Avec la ville de Montréal. Oui, OK. C'était à l'hôtel de ville, dans Oui. la nouvelle Ok, oui. salle. C'était Ouais. super beau en passant. Ouais. On était très bien accueillis. Ouais. Il y avait des tables et on se rencontrait en groupe sur différentes thématiques, sur différentes questions. Très interactif. Très interactif. Des Oui, il était post-its, là. des discussions, des... Ouais, je pense Des que c'est une belle réflexions. façon d'avoir les jeunes, mais je pense que ce qui serait mieux, c'est d'ouvrir cette expérience à des jeunes montréalais. Parce qu'ils ont vraiment juste venu pour des conseils jeunesse d'arrondissement. Je trouve que c'est quand même... Il y a un peu de biais, de bias. Ouais, des billets. Parce que c'est des jeunes qui sont engagés, qui sont dans les conseils jeunesse d'arrondissement, mais les jeunes qui sont affectés, la majorité des jeunes sont pas si engagés que ça, puis c'est vraiment un dommage. Donc je pense que dans le futur, ça serait bien de réenvisager la démarche pour faire ça, mais je pense que c'est une bonne étape pour la ville d'aller vers les jeunes, puis vraiment avoir des discussions, avoir des ateliers pour avoir leurs opinions. Puis je pense que c'était bien parce qu'on s'était senti vraiment à l'écoute, parce qu'ils ont vraiment adopté un Ils voulaient programme vraiment qui nous était... entendre. C'est ça, ouais. Puis notre nom est dans le programme à la fin, fait que je pense que c'est quelque chose quand même de spécial. Puis ouais, je pense que c'était une très belle expérience. Puis ça menait un beau manifeste aussi. Ouais, même, exactement. quelque chose de super- Ouais. Et, je pense, justement, quand il y a des projets comme ça, l'engagement, on entend notre engagement et on est écouté. Mais moi, ce que j'ai remarqué au Conseil jeunesse de Verdun, par exemple, on est en train d'essayer de faire un projet pour l'intégration des communautés migrantes. Et le plus gros défi, c'est que quand il n'y a pas de forum ou de consultation officielle, c'est difficile d'avoir accès aux gens pour nous soutenir ou pour leur parler des projets ou de la culture. Donc c'est très rare qu'on ait ces occasions. Donc même pour les gens engagés, pour que notre engagement soit entendu, moi je trouverais qu'on pourrait bénéficier d'un lien direct permanent, pas juste à certaines Une occasions. structure. Ouais, une structure. Ouais. Parce que souvent, je dirais les deux barrières, c'est que soit on ne nous prend pas au sérieux parce que on est jeune et parfois le financement des conseils jeunesse c'est vu aussi comme une perte parce que s'il y a d'autres choses plus intéressantes, ou alors de l'autre côté les gens comme ils sont aussi occupés, comme leur mandat c'est par exemple votre mandat à vous c'est vous avez tout un organisme à diriger, donc souvent ils n'ont pas le temps, c'est par ressources et c'est normal, comme une personne ne peut pas faire tout en même temps, et donc je pense que la solution à ça ce serait comme juste un lien direct continuel avec les gens engagés déjà, puis après on peut aller voir les gens qui sont moins engagés, les chercher. Je dirais c'est ça. Ben, c'est super intéressant. Ben, tu vois, ça serait une belle proposition à faire dans le cadre des élections municipales en ce moment. Non, mais c'est vrai de dire, on souhaiterait qu'il y ait un élu qui soit responsable directement, puis qui soit imputable, puis qui doive porter notre parole. Puis donc, avant chaque conseil d'arrondissement, lui ou elle est obligé d'aller voir son conseil jeunesse, puis de dire, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a peut-être quelque chose là d'intéressant. Puis même par rapport à nous, chez Culture Montréal, c'est vrai qu'on réfléchit à comment faire, puis sans je peux pas parler pour la ville, mais pour nous aussi, c'est toujours de dire comment on fait pour mobiliser la voix des jeunes, être à l'écoute, puis qu'elles nourrissent nos réflexions, sans aussi être dans une posture de survente, tout ce que vous allez nous dire, on va le défendre. Peut-être pas. Donc, cet équilibre, peut-être qu'il y a des choses qu'on va pouvoir le défendre, puis d'autres qu'on va défendre plus tard, ou ça, il va falloir qu'on l'aide. Parce que nous, on est aussi dans une posture où on a un regard 360. Donc, par exemple, on défend des artistes professionnels pour qu'ils aient plus d'argent via leur Conseil des arts de Montréal, mais en même temps, on défend la pratique artistique amateur. Donc, ce que vous vivez à tous les jours dans vos milieux de vie, qui est sous-financé, mais qui comment je pourrais dire, où l'argent n'est pas infini. Donc, des fois, il faut dire, oui, non, là, il faut vraiment... Puis on est les seuls, peut-être, qu'avec le sport loisir
de l'île de Montréal, je m'excuse si j'ai pas bien dit le nom, à défendre ça. Donc, on peut pas laisser tomber ça. Puis en même temps, bien, il faut qu'on soutienne quand même les artistes professionnels. Donc, des fois, on a des arbitrages à faire puis des choix difficiles. Mais je pense qu'on a quand même... nous, comme organisation, on peut faire mieux, c'est clair. Mais là, on débute une conversation. Honnêtement, ce qui serait vraiment beau, on a eu une belle expérience quand on a été consulté avec la Ville de Montréal. Le seul problème, c'est que c'était une soirée quand même tard le soir, à l'hôtel de ville. Il fallait vous déplacer Il fallait se déplacer là. Mm. Et ça, je pense que c'est un obstacle à la participation citoyenne, surtout jeunesse, parce que, premièrement, ça peut être loin de certains endroits. Puis là, on retourne sur le thème de mobilité. Ouais. Ça peut prendre vraiment longtemps, et surtout si c'est en soirée. Je crois que c'était une journée de fin de semaine, semaine, je veux dire. Donc, certains de nous avaient de l'école le lendemain. Et ça fait que ce que j'aimerais voir, c'est non seulement des heures qui soient flexibles ou des consultations récurrentes à plusieurs événements. Parce que là, on avait il fallait que tu ailles là, sinon tu n'aurais peut-être pas la chance de te faire écouter. Donc, c'était difficile à faire, mais dans certains endroits, comme des maisons de jeunes, des écoles, des CGE, des carrefours jeunesse emploi plutôt, plein de lieux comme ça où les jeunes se réunissent et fréquentent dans les 4 coins de la ville. Parce que ça, c'est vraiment important. Mais c'est intéressant ce que tu amènes parce que c'est aussi toute la question de aller là où les gens sont. t'sais. Puis quand on regarde sur le territoire, parmi les équipements, là, on appelle ces équipements culturels, là, mais qui sont accessibles partout sur le territoire, il y a les maisons de la culture, il y a les bibliothèques, il y a les maisons de jeunes. T'sais. Des CJE, il y en a aussi, des fois un par arrondissement. Mais c'est vrai qu'on a toujours tendance à faire venir les gens où on est, alors que finalement, on devrait plutôt aller là où les gens sont. Puis ça nous ramène, tu as raison, à la mobilité, mais même à la perception qu'on a de notre ville. Tu sais, par exemple, on parlait d'aménagement puis du plan d'urbanisme de Montréal. Là, on a la ligne bleue qui va se développer. D'ici 15-20 ans, peut-être. Non, 10 ans, là, j'avoue, je sais pas ça. On sait jamais avec la ville. Non, mais ça, c'est vrai, là. C'est vrai, ils sont en processus. Il va y avoir 6-7 nouvelles stations. Bien, nous, ce qu'on dit chez Culture Montréal, c'est OK, parfait. On va développer des stations de métro puis la ligne bleue. On va créer du logement, mix, social, parfait. Mais ça va être quoi le milieu de vie? Ça va être quoi la qualité de vie du quartier si on ne pense pas dès maintenant, en amont, à l'offre culturelle. Puis l'offre culturelle, je ne parle pas juste de salles de spectacle. Il ne pourrait pas y avoir 6 nouvelles salles de spectacle à chacune des salles de métro. Là. C'est pas viable. Elles vont fermer. Mais comment on fait pour le penser en amont, dès maintenant? Dire, OK, ben, à tel endroit, on pourrait mettre une bibliothèque. À tel endroit, on pourrait mettre... on pourrait rendre accessibles des espaces... comme ici, disons, de balado, de studio de création, d'espaces de répétition en danse. On pourrait avoir un parc quelque part où on peut faire des danses urbaines, des cyphers. Mais ça, il faut le penser maintenant, pas après, où on dit on va mettre une murale, ça va être cute. Non, non, parce que c'est là où on dit que la culture, quand on l'intègre dans l'aménagement du territoire, ça peut vraiment faire la différence. Puis, un des projets qu'on porte depuis longtemps, puis je ne sais pas si on le verra un jour, mais c'est de faire une bibliothèque pour adolescents, entre autres, à l'intersection Jean Talon-Pineuf. Donc, il va y avoir une station de métro là. Historiquement, la bibliothèque pour adolescents, elle devait être au centre-ville, à la bibliothèque Saint-Sulpice, donc dans le quartier latin, là, Berry-UQAM. Le projet est mort. Mais pourquoi il faudrait que les gens des périphéries soient encore obligés de se déplacer? Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens... Surtout adolescents qui habitent dans le centre-ville. Non, mais la réflexion, c'est Berry-UQAM. Mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose au coin de Pineuf-Jean Talon, quand on sait qu'il va y avoir la ligne bleue, quand on sait qu'il va y avoir le SRB Pineuf, quand on sait aussi qu'il y a des besoins... Le SRB, c'est... Le SRB, c'est le service rapide d'autobus sur Pineuf. Donc, tu peux partir de Montréal-Nord, descendre au métro Pineuf, je pense, en 20 minutes, quelque chose comme ça. Donc, là, tout d'un coup, on sait aussi qu'il y a des enjeux parce qu'il y a une inéquité d'accès à des équipements culturels dans ce secteur-là. On sait aussi que les enjeux de conditions socio-économiques, de persévérance scolaire sont aussi différents. On sait, tu sais, pourquoi est-ce que c'est pas tout le monde qui va se déplacer là? Mais ça, c'est penser en amont l'aménagement du territoire. Puis on sait aussi, parce que les études l'ont démontré, que quand un lieu
de diffusion, là, une salle de spectacle, un cinéma ou même une bibliothèque. Bien, une bibliothèque, il n'y a pas de billet, mais pour chaque dollar investi dans un billet de spectacle, généralement, il y a $1 de retombées commerciales sur les commerces locaux, parce que les gens vont aller se prendre un café. Bon, tiens. Donc, c'est un investissement, puis là, on le pense en amont, puis on transforme aussi la façon dont on se déplace. Même chose dans la revitalisation de l'Est de Montréal. Là, on n'est pas trop à l'Est ici, mais dans l'Est de Montréal, c'est des centaines de millions de dollars qui sont investis pour décontaminer les raffineries, tout ça. On ne peut pas juste mettre des entrepôts Catelli, là, puis Amazon, puis il faut penser la qualité du territoire. Bien, il faut intégrer la culture. Il y a des berges, on a accès aux berges. Comment est-ce que des interventions artistiques dans l'espace public peut ramener des gens à se connecter? Puis pas juste les gens de l'Est, mais aussi amener du monde dans l'Est. Donc, cette façon-là de penser les déplacements, ça revient un petit peu à ce que tu dis. Pourquoi il faut que tout soit toujours ramené au centre? Et en même temps, on parle beaucoup d'art et d'art public et de beauté grâce à l'art, et c'est carrément vrai, mais en même temps, moi, je réfléchis à certains endroits que je marchais, exemple, c'est quand même dans le centre-ville un petit peu, et aux alentours, il n'y avait aucune verdure. Il y avait aucun vert, il n'y avait pas d'arbres, et c'était un îlot de chaleur, et j'avais juste hâte d'arriver à ma destination parce que premièrement, c'était pas beau. Même s'il y avait des murales, c'était pas beau parce qu'il y avait du béton partout. Ouais. Deuxièmement, il faisait chaud. Troisièmement, la qualité de l'air était carrément sale, disons. Et je crois que pour qu'on se sente bien dans un endroit qu'on vit, qu'on se promène, qu'on visite, il faut que ça soit écologique. Il faut qu'il y ait du vert. Même si c'est en ville, il faut quand même incorporer ça. Et l'art aussi. Je crois que c'est quand même deux parties nécessaires pour qu'on se sente bien dans un lieu. Pour la majorité des gens, je dis. En fait, une réflexion qui m'est venue, c'est on parle d'art, de culture, et comme c'est quoi la culture? Qui la décide? Est-ce que comme c'est les élites dans les organismes, des artistes professionnels, ou est-ce que comme c'est la population plus générale qui influence ça? Et ça se traduit comme on a parlé de murales, de bibliothèques, mais comme est-ce que vous pouvez nous dire votre take sur l'art? Grosse question. Mais moi, je pense que les uns et les autres doivent s'influencer. C'est-à-dire que, pour moi, je ne vois pas vraiment de hiérarchisation, tu comprends? Entre les arts professionnels, qui sont peut-être les arts plus classiques, la littérature, les arts vivants, la musique, la danse, le cinéma. Il y en a même qui disent que le cinéma, c'est pas une art, c'est du divertissement. Les expériences interactives. L'art est un divertissement. Oui, mais c'est pas vraiment... tu sais, toutes les installations, c'est interactive, immersive, toute la question de la technologie dans la création, là, tu sais. Pour moi, il y a quelque chose qui doit... Puis là, c'est vraiment Emmanuel Hébert qui parle, là, tu sais, mais qui doit revenir à qu'est-ce qu'on a envie d'exprimer, puis comment on l'exprime, finalement. Est-ce qu'on l'exprime à travers une expression de soi? Puis, à partir de ce moment-là, bien, ça a une valeur, tu sais. Après... chez Culture Montréal, pour nous, on a une vision assez large de la culture. Donc, oui, évidemment, on appelle ça le cœur créatif. C'est les artistes professionnels qui, quand même, produisent des œuvres qui nous touchent, qui nous rejoignent. La musique, tu sais, moi, il y a plein de gens qui disent « moi, j'aime pas ça, l'art. » Mais ils passent leur temps à écouter de la musique, là, tu sais. Bon. Mais après, il y a même les industries, le cinéma, les jeux vidéo, puis après ça, plus largement, le patrimoine. Ça fait aussi partie de notre culture. Notre histoire, le patrimoine bâti, mais même immatériel. Après ça, même le design, c'est une façon, ça fait partie de la culture. La pratique artistique amateur, quand moi, Emmanuel Hébert, j'écris un texte, je me fais pas publier, mais je pratique quand je chante, quand je danse. Donc, j'exprime quelque chose, puis je contribue à la culture commune. Donc, il y a peut-être, tu sais, il y a comme un bout où l'art professionnel, ben ça rentre aussi dans un marché, dans des modèles d'affaires, puis c'est nécessaire, puis ça donne ça permet à des gens de se concentrer à ça, mais en même temps, cette culture-là, elle peut pas être juste décidée par des élites, il faut qu'elle soit vivante. Puis la façon dont la culture, elle va être vivante, c'est parce qu'elle est perméable.
Donc, elle va se laisser influencer par le... Comment je peux dire? Par les expressions qui sont au quotidien, chez nos voisins, chez nous-mêmes, là, tu sais. Et ça, des fois, c'est difficile pour certaines personnes. Puis quand je pense en danse, par exemple, ça a été très long avant que ce qu'on appelle la danse urbaine ou les danses urbaines soient reconnues comme une forme de danse. Puis on voit même plus souvent des personnes immigrantes qui étaient des danseurs de flamenco professionnels, parce que je connais quelqu'un qui s'est arrivé, puis ils sont arrivés ici, puis finalement, ils n'ont jamais été reconnus, parce que la danse flamenco au Québec, il y a quelques troupes professionnelles, mais pas tant, et finalement, ils étaient obligés de grandir puis de continuer leur travail d'artiste dans des troupes amateurs, parce que c'est là qu'ils pouvaient s'exprimer. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, parce qu'il faut que les cultures se rencontrent et se métissent d'une certaine façon, mais qu'elles soient nourries. Se tissent et qu'elles soient nourries, parce que finalement, si on habite sur un territoire commun, il faut qu'on soit capable de bâtir une culture commune. Cette culture commune-là, il faut que les gens s'y reconnaissent et sentent qu'ils peuvent aussi exprimer leur voix dans cet espace commun-là. Donc, est-ce que vous diriez que votre travail, c'est un peu de permettre cette perméabilité, ce tissage? Oui, on travaille à ça. On aspire à ça. Et puis, je pense quand même qu'on l'est plus qu'il y a 5-6 ans. Qu'est-ce qui a changé en 5 ans? Bien, quand on regarde le milieu culturel, plus là, les années passent vite, fait que je voudrais pas... Mais tu sais, on a quand même eu ce qu'on appelle la crise Kanata, la crise slave. Donc, il y a quelques années, il y a quand même des postures qui ont été prises par des artistes, surtout des artistes, en fait, qui n'étaient pas de franco-québécois, acadiens ou français, là, de souche, comme on dit, et qui ont dit, bien là, ce serait chouette qu'on soit capable de raconter nous-mêmes nos propres histoires. Donc, tu sais, des peuples autochtones aussi qui ont dit, bien là, on ne veut pas que d'autres prennent la parole à notre place. Nous, on est capable de raconter notre propre histoire. Et la même chose, donc des gens des communautés, que ce soit racisés ou pas, ou même des minorités audibles, c'est bon, on n'a pas le même accent, mais on a aussi le droit d'être vu, entendu et surtout de s'exprimer. Et là, bien, ça a quand même généré des crises importantes, parce que tu sais, la culture, disons, de souche, elle dit, bien, nous-mêmes, on est colonisés, donc on doit... Non, mais tu sais, c'est le mythe, là, on est colonisés, donc comment est-ce que nous, on pourrait être colonisateurs? C'est bon, je dis pas qu'on a... C'est vrai, mais je parle juste... Mais là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est fait, et du moins dans certains secteurs professionnels, il y a une plus grande diversité. Donc, cette perméabilité-là, elle est faite. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Moi, ce que je constate en ce moment, c'est que dans les postes de travailleurs culturels ou de gestionnaires culturels, quand nous, on fait des événements, là, il n'y a pas beaucoup de diversité. Là. Pas beaucoup. Alors, où ils sont, je ne sais pas. Mais tout ça pour dire que, pour moi, je crois vraiment que la culture, ici, dans le parc, la chanson, même l'évolution de la langue, à quelque part, c'est ça qui rend aussi une culture vivante, qui bouscule, qui nous permet d'aller à la rencontre de l'autre. C'est ça aussi, là, les arts, c'est, tu sais, tu disais, on tisse du lien social, mais c'est parce qu'on va à la rencontre de l'autre, parce on comprend une réalité qui est autre, ou parfois juste parce qu'on vit une expérience ensemble, même si je ne comprends pas les paroles. Pas grave, on a vécu une expérience ensemble. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question. Oui, vraiment beaucoup, mais je dirais que vous pourriez dire plus comment l'urbanisme vient répondre à cet enjeu. L'urbanisme, ça, je ne le sais pas. Peut-être que... Je pense que je pourrais peut-être mais c'est toi? Ben, dans la première partie, on parlait du fait qu'on voulait des lieux qui permettent ça, qui permettent une présence interculturelle et intergénération, inclusive. Autant des différents styles d'art, mais aussi, exemple, contemporain, moderne, classique, réaliste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas ouverts à l'idée des formes abstraites. Et ils trouvent... C'est pas du vrai art, ça devrait pas être valorisé, mais si on en ajoute dans la ville, peut-être que les gens vont avoir plus d'ouverture d'esprit, ils vont peut-être...
ils vont passer, ils vont faire, ah, finalement, c'est quand même des belles couleurs, j'aime bien, Mhm. tu sais. Donc, il faut qu'on ait des lieux qui permettent ça. Donc, tu sais, un beau mur blanc, qu'on Vous puisse... parliez des murs dans la première partie, vous parliez aussi des murs qui accueillent des graffitis. Là. Ben, je pense effectivement l'urbanisme, sa première fonction, ça va être de permettre ces fonctions-là qui sont non programmées, qui sont libres, qui permettent des ciphers. Moi, mon gars, il fait du popping, ben, il allait au parc. C'est quoi le C'est- pop- ouais, Le quoi ça? popping, c'est une forme de danse urbaine. Là. Ah, OK. T'as le afro, t'as Est-ce que c'est un peu comme le break crump? dance. C'est comme le robot. OK, OK. Donc, ouais, OK, ouais. C'est la danse du robot. Mais il était obligé d'aller au parc à côté de la TU parce que c'est là où ils se réunissaient, parce qu'il n'y a pas d'habitants trop proches. Fait que quand il y avait de la musique, ça ne dérangeait pas. Parce que aussi, il faut se le dire, malheureusement, des regroupements de jeunes, parfois, ça inquiète les voisins. Ouais. On a Je trop pense souvent- à Van Horn, le skatepark qui était Ouais. un lieu beaucoup de spectacles punk, disons un peu punk alternatif. Et il y a eu beaucoup d'enjeux avec Mhm. cet endroit-là parce que tu sais, il y avait des jeunes qui des fois faisaient pas des trucs Ouais. très légaux. Donc oui, Ouais, il y avait c'est des, ça, il y avait il y a des des billets, préjugés. c'est sûr, il y avait des billets, Ouais. ouais, c'est préjugés. Puis, tu sais, donc, comment est-ce qu'on pense la ville pour permettre ces rencontres-là, pour permettre des espaces non programmés, pour les jeunes, mais même pas juste pour les jeunes. Puis moi, il y a peut-être 2 éléments que j'ajouterais, c'est il faut aussi accepter d'être bousculé par l'art. Mhm. Donc, moi, c'est sûr que je suis chez Culture Montréal, on se positionne contre la censure. Mhm. Puis ça, c'est le danger, c'est-à-dire que si on accepte que cette rencontre-là des cultures se fasse, ça veut dire qu'on accepte d'être bousculé, ça veut dire qu'on accepte d'être dérangé, d'être inspiré. Puis là, on ne peut pas demander ben oui, tu peux faire ci, mais pas ça, parce que moi, ça me dérange, parce que là, ça me vient me bousculer dans mes postures, dans mes a priori. Là, on habite en communauté. Alors, quand on est dans l'espace public, bien évidemment, là, dans le respect de la charte. Non, mais tu sais, je veux dire, on se comprend. Oui, oui. Ben, il Tant que faut, ça- il tant que faut, ça- il c'est faut pas accepter ça. Puis haineux. il y a quelque chose aussi d'intéressant. Il y a un penseur, un urbaniste et sociologue qui s'appelle Guillaume Métier. Puis lui, il a publié un livre qui s'appelle La ville analogique. Puis ce qu'il amène comme réflexion, c'est que depuis la pandémie, il y a une transformation, en fait, des espaces. Suivez-moi, là, vous allez voir. C'est intéressant, mais surtout, je trouve, pour les jeunes. C'est-à-dire que avant la pandémie, on était connectés, connectés dans le sens de Internet, à l'extérieur, OK? Beaucoup, quand on était dehors, on se connectait Wi-Fi, Montréal Wi-Fi, blablabla. Puis quand on rentrait dans notre maison, donc dans l'espace privé, c'est là où on était comme dans notre cocon, entre soi, on se ressourçait. Là, avec la pandémie, puis avec l'accélération de l'intelligence artificielle, il y a comme une inversion, où finalement, c'est quand on est dans notre maison, on est en surconnexion tout le temps. On travaille dans notre maison. Si on a l'intelligence artificielle, on nous dit « il te manque de lait dans Hey ton Google. frigo ». Hey Alexa, hey Google. Okay? On est toujours connectés. Et donc, l'espace privé dans notre maison est devenu l'espace hyper public. On est en représentation sur nos réseaux sociaux, on prend des trucs, be real, whatever. OK? Ouais, ça, c'est les jeunes, là. Oui, ben là, j'ai des jeunes. Je suis sur des Be Real, en train de manger. Et donc, on est en hyper connexion. Puis pendant la pandémie, qu'est-ce qu'on a vu? C'est que finalement, c'est dans l'espace public que les gens se connectaient de façon plus intime et étaient déconnectés du réseau. Puis ça, c'est intéressant parce que finalement, il va falloir que ça amène les urbanistes, puis même nous, à penser différemment la façon dont on habite la ville. Parce que si finalement, c'est quand on est dehors qu'on est déconnecté, donc qu'on se reconnecte à soi, qu'on réfléchit, qu'on est plus dans une posture d'intériorité, bien, ça veut dire qu'il faut penser les parcs avec plus de petits espaces où on va aller s'asseoir pour discuter. Parce qu'on ne discutera plus chez nous, parce que quand on est chez nous, on est toujours en réseau, tu sais. Et donc, aussi, bien, il va falloir penser différemment la promenabilité, la façon dont on se déplace. Parce que peut-être que pour sortir de ma job, d'être connecté, je vais vouloir aller marcher. Mais si je vais marcher, je vais aller dans un parc. Et où la beauté? Est-ce que je me sens en Il y sécurité? a eu un beau banc, tu sais, pour Il y a eu m'asseoir, un beau banc. ouais. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose là de vraiment intéressant, particulièrement pour les jeunes, parce que d'une certaine façon, tu vas être connecté, mais tu sais, vous disiez aussi, bien,
on est connecté, mais on ne veut pas toujours être connecté. Mais quand on va à l'extérieur, on ne se sent pas accueilli, on ne se sent pas chez soi. Donc ça transforme aussi la façon dont on va habiter. Fait qu'il faut que des jeunes deviennent urbanistes, finalement, Ouais. pour penser à cette façon-là d'habiter le territoire, tu sais. Ben, vraiment intéressant. Est-ce que tu as autre Oui, chose j'ai à une ajouter? question. Mais là, on a parlé de la pandémie et là, on a un plan qui va durer 25 ans. Est-ce qu'il y a des façons de prévoir l'imprévu? Comme, tu sais, pour les urbanistes, les politologues, c'est comme, tu sais, avec l'intelligence artificielle, quoi que ce soit, des enjeux qui vont arriver, mais on ne sait pas quoi exactement. Mais c'est de plus en plus difficile parce qu'on est dans un monde, puis il y a un acronyme, puis bon, je m'en souviens plus, mais tu sais, de plus en plus complexe, volatile, imprévisible. Regarde, tous les jours, là, juste avec notre voisin du Sud, Ouais. on apprend des choses. Et l'intelligence artificielle, c'est difficile quand même de prévoir ou prévenir. Mais on est aussi dans une approche, je pense, en politique publique, de plus en plus où on essaye de se projeter dans vers on appelle des futurs possibles. Donc, comme, tu sais, là, on sait, mettons, là, même la politique de développement culturel disait, bien, aujourd'hui, on est ici, mais on sait que dans 20 ans, si on regarde la démographie, il va y avoir tant de plus de jeunes, on va avoir accueilli, tu sais, on peut penser qu'il va y avoir encore plus de réfugiés climatiques, par exemple, parce que les changements climatiques vont avoir inclus. Donc, il va y avoir énormément de jeunes. Donc, tu sais, on essaie quand même d'intégrer des éléments qui sont un peu plus fiables en termes de données. Puis aussi, moi, je crois quand même que la notion de futur possible puis futur souhaitable, des fois, on se dit « Mon Dieu, ça va vraiment pas bien » parce qu'on voit l'arbre, là, puis on est comme ça face au mur, puis on n'est pas capable de débloquer notre imagination vers des futurs souhaitables parce qu'on sait qu'on va devoir faire des deuils. Tu sais. En ce moment, les urbanistes, ils pensent aussi comment on fait quand il y a une tempête, puis un orage, puis 3 mètres d'eau qui tombent en 30 minutes. Les parcs éponges. Parcs éponges. Mais c'est les urbanistes, ils pensent à ça aussi. Donc, tu sais, on ne pourra plus construire des maisons de la même façon. Le garage en bas de la côte, là, je veux dire, peu importe qui va être élu à Montréal, si ton garage est en bas d'une côte, puis qu'il y a 3 mètres d'eau qui tombent, je veux dire, c'est comme mathématiquement parlant. Bon. Donc, ça, on essaie quand même d'être capable de changer de posture aussi, de se dire, bien, OK, vers où on veut aller, ça fait partie de la solution, mais on est quand même dans un moment un peu challengeant, tu sais, quand même des défis en politique publique, dans un contexte aussi où il y a moins d'argent public. Donc, Merci. Donc, je crois qu'on va passer à la prochaine question. Ouais, un peu sur le point de transport en commun, le Conseil général de la Salle avait transmis des recommandations à la RTM pour un projet structurant au Grand Sud, du Grand Sud. Du Sud, en tout cas, du Grand Sud, ouais. Sud-Ouest. Grand Sud-Ouest. C'est ça, oui, Grand Sud-Ouest, c'est pour ça, ouais. Puis, malheureusement, le projet n'a pas été adopté par le gouvernement du Québec. Je sais que c'est très important pour les jeunes un peu d'aller vers les élus, vers les élus de tous les paliers gouvernementaux, pour vraiment transmettre leur voix puis vraiment avoir leurs opinions face à eux. Ça, écoutez. Donc, comment voyez-vous l'implication des jeunes pour participer aux décisions sur l'organisation de la ville? Parce que, comme on sait, c'est quand même dur pour les jeunes de faire en sorte que leurs voix sont attendues. Donc, comment voyez-vous l'impact des jeunes et comment les jeunes peuvent aller avoir leur voix? Si je pourrais ajouter à ça, est-ce que vous avez une liste ou des suggestions où est-ce que les jeunes concrètement, peuvent aller? C'est ça. C'est ça. Concrètement, pas juste aller... Faites-vous entendre. Ouais. Genre, Pas des lignes directes. Où est-ce qu'on peut aller? Où est-ce qu'on peut aller pour vraiment se faire entendre? Est-ce que vous avez des suggestions concrètes pour ça? Bien, la première chose, c'est que il faut savoir la décision qu'on veut influencer. Est-ce qu'elle relève de notre arrondissement, de la ville-centre, du gouvernement du Québec? Quel palier, là? Quel palier? Parce que des fois, on ne connaît pas bien qui fait quoi. Ça, c'est la première chose. Après, il faut aller au conseil d'arrondissement ou au conseil de la ville. Vous pouvez envoyer une question qui va être lue. OK? Tu n'es pas obligé d'y aller dans la vie. Là. Ils ont voulu faciliter. Dire, vous pouvez nous envoyer une question par Internet. Si vous pouvez être dans la salle, ça a toujours plus d'impact.
OK? Si vous pouvez être plus qu'une personne, ça a toujours plus d'impact. Vous êtes là, puis vous dites, nous, on est ici, aujourd'hui, on est 25. Puis on considère que telle chose, c'est important. Puis on veut que vous vous engagiez. Vous demandez des engagements. Puis il ne faut pas que vous soyez gênés. Vous n'êtes pas en train de quêter quelque chose. Tu sais, des fois, c'est intimidant, là. Ils sont tous là devant nous, puis là, le greffier, puis là, tout est là à ton micro, puis tu sais, c'est... Non! Vous êtes les citoyens de demain, là. Même demain, d'aujourd'hui, en fait, pas de demain, d'aujourd'hui. Donc, il faut vraiment que vous soyez en confiance, puis que votre voix, elle a une parole, elle a une valeur. Après, bien, le conseil municipal. Il faut s'inscrire, puis à chaque conseil municipal, il y a des rendez-vous. Puis là, vous pouvez aussi retourner pour dire, il y a 3 mois, je suis venue devant vous. Vous nous avez dit que vous feriez des suivis. Parfait, on est ici aujourd'hui. Dites-nous, c'est quoi les suivis? Retournez. Parce qu'il n'y a jamais personne qui a obtenu quelque chose avec une shot. Alors, sauf exception, là, mais tu sais, c'est rare. Puis, si vous êtes capable aussi d'aller chercher des alliés, donc vous pouvez parler en tant que conseil jeunesse ou en tant que jeune d'une école qui veut faire modifier un parc, que sais-je. C'est qui vos alliés? Êtes-vous capable d'avoir l'association des commerçants? Êtes-vous capable d'avoir, vous parliez d'intergénérationnel? Puis c'est vrai, si on améliore la sécurité, le sentiment de sécurité dans un parc pour les jeunes, bien, on l'améliore pour tout le monde. C'était vrai. Moi, je suis féministe, puis on disait souvent, les féministes ont demandé que les autobus, après 11 heures, puissent s'arrêter entre les arrêts. Bien, je veux dire, tout le monde en bénéficie, là. Tout le monde. Alors, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes capable de faire des alliés? Est-ce que vos alliés sont prêts à être là avec vous? T'sais? Puis, des fois aussi, en politique, c'est le nombre qui a de la valeur. Donc, vous pouvez signer... C'est pas obligé d'être des gros trucs compliqués, là. Vous dites, voici, moi, je veux faire tel changement. Parfait. Mais au lieu d'en déposer un puis qu'il y a 10 signatures, vous en déposez 10. Parce que là, il y a quelqu'un qui compte puis qui va dire, il y a 10 personnes qui ont demandé telle chose parce qu'on a eu 10. OK. Ça c'est des petits trucs. Des petits trucs. Mais pour les lieux, c'est vraiment dans les lieux de pouvoir. Évidemment, si c'est au gouvernement du Québec, là, vous ne pouvez pas juste vous pointer à l'Assemblée nationale. Mais vous avez des élus. Allez voir votre élu dans votre quartier, au provincial ou au fédéral. Puis là, si vous êtes 3-4 jeunes, puis vous allez, puis vous êtes... Voici pourquoi. Puis on veut que vous posiez une question à l'Assemblée nationale. La plupart du temps, ils sont à leur bureau. Donc, lundi. C'est ça. ils sont là. C'est pas une grande assemblée. Donc, ils sont peut-être plus rapprochables, ils sont plus accessibles. Et en même temps, je pense qu'ils seront contents d'entendre les jeunes et de voir qu'ils sont impliqués. La plupart du temps, quand tu te présentes en tant que jeune, les gens sont comme « c'est tellement inspirant. Ouais. Tu sais, merci de donner ta voix. » Donc, c'est pas quelque chose à avoir peur. En fait, c'est que le lundi, effectivement, ils sont toujours là dans leur bureau. Puis vous pouvez aller les rencontrer. Puis ils sont contents, mais vous ne pouvez pas leur permettre d'être complaisants. Il ne faut pas que ce soit « c'est le fun, vous êtes venus nous parler, vous êtes cute. » Non, on n'est pas cute. Tu sais? Ouais, c'est vrai. On est sérieux. Ouais. Et donc, puis là, vous leur montrez, là, tu sais, ils disent, mettons, est-ce que vous êtes prêts à aller poser une question puis à défendre ce point de vue-là au gouvernement? Oui ou non? Parfait, on va vous écouter. Puis après ça, 3 mois, vous réécrivez. Ben, on vous a demandé quelque chose, est-ce que vous l'avez fait? Puis vous retournez, puis vous allez être fatigant. C'est leur job. C'est pas votre problème. Alors, non, mais tu sais, je pense que... Puis en même temps, il faut être constructif. Ouais. C'est pas juste de dire... Tu sais, nous, chez Culture Montréal, là, ça fait 22 ans, on a une forte crédibilité de notre voix parce que on essaye toujours d'être constructif, d'être dans la nuance, puis d'être dans la collaboration. Après, on est capable de dire « ça, c'est inacceptable ». Mais la personne en face de vous, ça fait exception, mais elle fait quand même de son mieux. Elle peut avoir des visions différentes de la vôtre. Là, c'est à vous d'engager un dialogue ou de la convaincre. Mais être dans la proposition, tu sais, puis d'être rigoureux, je pense que c'est super important. Trouvez-vous aussi des alliés. Vous pouvez demander de rencontrer Là, il va y avoir des élections municipales.
ben, après les élections, moi, si j'étais au Conseil jeunesse, je demanderais de rencontrer chacun des nouveaux élus ou des élus. D'habitude, c'est fait parce qu'on travaille quand même... Ben, pour la plupart, on travaille genre avec la mairie des fois, donc... Parfait. Mais si c'est Parfait. pas fait, c'est à faire. Puis là, vous allez voir là, qui a de l'air plus sensible, qui écoute versus qui check ses courriels, tu sais. Puis là, après ça, vous dites, bon, alors, cette personne-là, c'est mon allié, l'autre, c'est mon allié. Parfait. Alors, après ça, vous tablez sur vos alliés. Vous pouvez même leur dire, je voulais t'aviser qu'on va être... Nous, on vous a écrit, on n'a pas de retour. Fait que je voulais vous aviser qu'on va être au conseil municipal, puis on va vous poser des questions. Vous les avez. Ou alors, ben écoutez, on vous a écrit il y a 6 mois, on n'a aucune réponse. Ben là, on voulait vous aviser qu'on va publier une lettre dans le journal local, si vous en avez un. Bon, après, peut-être que le Concertation Montréal va dire non, ils ne peuvent pas faire ça. Je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est vous Ça peut être indépendant, hein? Vous développez une relation. Donc, vous allez avoir une meilleure écoute. Puis, commencez pas en disant jamais. C'est pas parce que vous êtes jeune que votre parole elle a moins de valeur. Peut-être qu'il y a des choses que vous connaissez moins dans le sens où, bon, moi, j'ai 52 ans, ça fait 30 ans que je fais ça. Puis j'étais à la Ville de Montréal. Alors, c'est sûr que j'ai accumulé plus d'expérience, mais ma voix, elle n'a pas plus de valeur que la vôtre. Fait que, on est quand même dans la même ville. Ben oui, puis on est des citoyens puis des citoyennes à part égale. Donc, il ne faut pas commencer en disant, ben peut-être que vous ne faites pas ça, mais, ben on est jeune, mais... Ou alors, tu sais, non, vous parlez en tant que jeune, puis c'est tout. Puis votre parole, elle est celle-là, donc vous n'avez pas à vous excuser. C'est pas on est jeune, mais c'est on est jeune donc. Oui, exactement. Et notre vie plus tard... Ouais. c'est quote, là. Quote me. Il y a aussi le conseil on a de la jeunesse. valeur, Il y a le conseil jeunesse de Montréal aussi, De Montréal, ouais. que vous connaissez. Donc, ça, c'est des bons lieux d'engagement, mais c'est aussi c'est pas une organisation, là, mais en tout cas, un organe, je veux dire, qui doit porter la valeur des jeunes, la parole des jeunes. Donc, j'ose espérer qu'ils ont des mécanismes d'échange, en tout cas de communication avec vous, mais ils peuvent aussi, eux, faire des représentations auprès des représentants de la ville, à la ville-centre, mais aussi peut-être en arrondissement. Mais ça, c'est vraiment... Si des liens sont tissés. Oui, c'est très concret. Des liens sont tissés ensemble, surtout Concertation Montréal. On les remercie beaucoup pour de nous mettre en contact avec le Conseil jeunesse de Montréal. Moi, j'ai des liens très forts. T'sais. Autant qu'on travaille bien ensemble et on collabore. Des fois, on se voit comme amis en même temps. Donc, c'est oui, puis il faut aussi accepter, quand on fait ce genre de travail-là, que ça se peut qu'entre Conseil jeunesse, vous ne soyez pas toujours d'accord. Ça se peut que vous ne soyez pas d'accord avec le Conseil jeunesse de Montréal. Ça se peut que... On ne peut pas toujours être d'accord sur tout le temps. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose qu'on est des ennemis ou on peut dire, bon, ben là-dessus, on ne s'entend pas pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons. Toi, à Verdun, tu peux avoir des intérêts qui viennent en opposition avec les intérêts de la salle parce que... Des réalités. Des réalités, des besoins différents. Puis c'est correct, puis vous faites chacun ce que vous avez à faire. Puis sur tel autre dossier, par contre, là, vous vous rejoignez, puis vous le travaillez ensemble. Ouais. Donc ça, c'est du lobbying que vous nous dites? Avec des lieux. Avec des lieux. Mais c'est vrai que c'est souvent je sais pas le bon mot, mais pas communauté, mais les groupes les mieux organisés qui peuvent faire valoir leurs intérêts. Et les jeunes, tu sais, on est moins organisés, on est tellement tous différents, mais... Très occupés aussi. Ah oui, Ouais. mais nous, on n'est pas payés à faire ça. Ouais, non. Donc merci beaucoup pour ces lignes directrices de les expliciter. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour de cette question-là. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter ou... Ben non, je pense que, tu sais, sur les transports en commun, les transports collectifs, il y a peut-être un autre endroit, peut-être, où vous pourriez aller puis travailler, c'est avec le Conseil régional en environnement, le CRE. C'est comme mon équivalent, mais pour l'environnement, les transports collectifs. Il y aurait peut-être des liens intéressants à tisser là pour faire entendre votre voix puis vos préoccupations, puis qu'eux puissent aussi les porter parmi l'ensemble de leur argumentaire, parce qu'eux, ils posent beaucoup pour une plus grande mobilité puis un plus grand soutien du transport en commun. J'ai aussi des organismes qui me viennent en tête. Si on est jeune puis on aimerait ça participer aux consultations, l'OCPM, donc l'Office de consultation publique de Montréal. Il y a 100 degrés, c'est un organisme... je pense que ça, c'est 100 degrés, c'est avec M... C'est pas comme un média. 300... M300... quelque chose. Je pense que ça serait...
Non, mais en tout cas, 100 degrés, c'est un organisme, je crois, qui est en collaboration avec un autre organisme. Ils font des panels, surtout. Des panels, mais aussi ils font des actions pour faire que la ville, surtout Montréal, mais aussi d'autres espaces, soient du bien-être, qu'on ait du bien-être parmi les sports, l'environnement, la beauté des lieux. Donc, ils visent surtout améliorer le bien-être et le sentiment de bien-être des citoyens à Montréal, je crois. OK. Donc, là, c'est 2 organismes qui seraient intéressants. Ça a été vraiment très enrichissant. Maintenant, pour conclure un peu, mais là, je vais le dire plus fort. Je pense que ça a été très, très, très enrichissant. On a beaucoup appris, on a beaucoup découvert, on a beaucoup discuté. Par contre, on arrive un peu à notre temps de fin, donc ça serait le temps de faire un petit tour de table pour conclure. Je vais passer la parole à Paul. On parle de quoi? Ok, on va couper ce genre, bout-là. non, mais genre... On fait un tour de table. Là, je vais dire, genre, on va faire comme... pour ce qu'on a appris, genre? Oui. Ok, Ouais, donc, j'ai pas compris, désolé. Une chose qu'on a appris... Ok. Ben, peut-être pas genre une chose, mais ce qu'on a appris... ce qu'on voudrait voir dans la ville Ouais. pour genre un peu... Ce qu'on a pris, ce qu'on espère. C'est ça. Ok. Donc, pour conclure, j'aimerais qu'on dise peut-être quelque chose qu'on a appris et quelque chose qu'on aimerait voir dans la ville pour favoriser la présence des jeunes dans la ville d'un point de vue urbanisme. Merci beaucoup, Emmanuel, pour avoir partagé ton expertise avec nous. Je pense que les points sur le lobbying un peu, Oui. que les jeunes peuvent faire pour vraiment faire un changement dans nos comités, je pense que c'est très important. Puis je pense que j'aimerais bien voir plus que... J'aimerais bien qu'on ait plus une structure à la ville-centre pour que les jeunes puissent être encore plus consultés sur des enjeux qui viennent vraiment toucher les jeunes, par exemple la culture, le transport commun. Donc je pense que c'était vraiment un plaisir. Puis c'est ça. Mais pareillement, je résonne, c'est merci de votre présence, mais aussi d'avoir expliqué un peu ces relations de pouvoir, parce qu'on a plein de revendications, mais on ne sait pas si on n'a pas de la connaissance ou le temps de les faire. Mais là, ça nous donne des outils. Et ce que j'espère de voir dans le futur, c'est plus de structure de la part des conseils jeunesse pour pouvoir porter nos projets. Moi, ce que j'ai vraiment appris, c'est de pas pas être diminué parce qu'on est jeune. Je trouve que j'avais pas cette vision-là, mais pas d'être méchant, mais d'être militant. Donc, tu sais, vous avez comme pas rappelé à l'ordre, mais vous avez rappelé que, tu sais, soyez écoutés. Tu sais, faites-vous entendre et c'est ça qui va changer, parce que c'est pas juste en ayant les voix puis est-ce que je peux avoir ça, s'il vous plaît, qui vont faire OK, parfait, on y va. Donc, ça a un peu remis en contexte. Et ce que j'aimerais voir, c'est vraiment des lieux ou simplement une ambiance de ville qui permet aux jeunes d'exister, qui permet aux jeunes d'être là. Et je crois que quand on va mettre une ambiance qui donne le goût aux jeunes d'être là et de se mettre présent, que ce soit dans les parcs, dans les lieux d'art, dans les lieux non seulement aussi du travail, parce que les jeunes ont besoin d'emploi et ça fait partie de l'urbanisme. Aussi dans le transport, par exemple, plus de transport nocturne. Le Conseil jeunesse de Montréal travaille, ils ont fait un manifeste où ils disent qu'ils veulent plus de transport la nuit, parce que les jeunes, on a quand même des horaires atypiques des fois. Et ensuite, je crois que quand on va être accueillis comme ça, on va avoir mis de la place pour nous dans la ville. Il va y avoir de la place pour nous dans la politique de la ville aussi. Donc, ça va tous... C'est un effet d'écoulement. Donc, merci beaucoup encore pour votre expertise. Ça a été super enrichissant, super intéressant. Est-ce que moi, je peux répondre à la question? Oui, allez-y. En fait, je vous remercie vraiment de l'invitation puis de cet échange-là qui a été super inspirant là, pour moi. Ce que je retiens, ce que j'ai appris, c'est que il faut mieux écouter les jeunes puis qu'il y a des façons de faire. Fait que j'espère que Culture Montréal pourra s'y mettre. Puis d'ailleurs, je vous l'ai dit, mais on va vous offrir un membership là, pour 1 an puis voir si ça vous intéresse puis si ça vous interpelle. Puis comment je vais ramener avec moi auprès de mon équipe comment on fait pour aller encore plus loin. Fait que ça, je le retiens. Ce que je voudrais voir dans la ville, c'est vraiment plus de beauté, puis plus de beauté portée et défendue par les jeunes, parce que je pense que, tu sais, en tout cas, vous êtes sensible à ça, puis on doit être de plus en plus à le nommer, parce que sinon, on va habiter dans une ville désincarnée, qui n'aura plus de sens, puis qui va être un peu, tu sais, fractionnée, là. Donc,
nous, on parle beaucoup d'aménagement culturel du territoire, comment on pense la ville. Fait que j'aimerais voir une ville, puis pour que la beauté soit portée, défendue par les jeunes, mais comme tu dis, il faut que vous vous sentiez accueillis dans ces espaces publics-là, puis qu'ils soient pensés pour vous. Puis ben, vous pouvez compter sur nous, en tout cas. On peut s'applaudir, là. Merci d'avoir écouté ce balado, une réalisation de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville en collaboration avec Concertation Montréal.